Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un procédé critique, je reviens au sein de la très riche filmographie de Clint Eastwood que je suis encore loin d'avoir pleinement exploré, tout ceci en attendant avec grande impatience ce qui sera peut-être son dernier film, et au moment où je tourne cette vidéo, pas de date de sortie annoncée, mais peut-être que vous, derrière votre écran, vu que j'ai de l'avance, vous avez plus d'informations que moi. Aujourd'hui, il va être question du Maître de guerre ou Heartbreak Ridge en version originale, sorti en 1986. Sur la chaîne, j'en étais resté à Firefox, sorti 4 ans avant, et qui est lui aussi considéré comme assez mineur dans sa filmo, on y reviendra. Mais entre-temps, il a quand même fait Honky Tonk Man, Un Dirty Harry et Pale Rider, excusez du peu. Mais ceci, j'en ai déjà parlé bien avant, ici, donc, sur Jules Melon YouTube. Alors, évidemment, comme d'habitude à l'époque, en tout cas c'était assez récurrent, il se met en scène dans le rôle principal, Clint Eastwood, celui d'un vieux héros vétéran de guerre, à ses côtés Everett McGill, qu'on a pu voir dans le cinéma et dans Twin Peaks, de David Lynch. Marsha Mason interprète son ex-femme. Il y a également Moses Gunn, tiens, qu'on a pu voir à la même époque dans L'Histoire sans fin, et le genou, là vraiment, qui va s'opposer à la vieille garde un petit peu, ou pas. Il y a une relation entre les deux, interprété par Mario Van Peebles, en mode rock and roll un petit peu aussi. Et du coup, on est dans les années 80, c'est assez contemporain de l'époque, au moment où c'est tourné. On va suivre Thomas Highway, donc, qui a fait la guerre de Corée, etc., qui est un vieux de la vieille, et qui ne trouve plus trop sa place, que ce soit dans l'armée, ou même dans la société américaine, c'est clairement évoqué dès le début. Sauf qu'on va quand même le rappeler à certains services, pour former un jeune bataillon. Voilà, il va se muer en sergent-instructeur, comme on voit souvent dans ces films un petit peu militaires, afin que ceux-ci puissent être envoyés ensuite sur le terrain. Vous pouvez imaginer qu'à un moment, on va vraiment avoir l'aspect film de guerre, qui est déjà effleuré dans son introduction en images d'archives. Je reviendrai sur ce point. Entre-temps, on va voir donc le parcours presque rédempteur, ou pour se faire respecter, d'un monsieur qui ne va pas bien, qui vacille forcément avec ce traumatisme qu'il a vécu. On sent qu'il est victime d'alcoolisme, plus ou moins, dès le début, quand il est en prison parce qu'il a été arrêté pour état d'ébriété. Son épouse l'a quitté, bien sûr il va la retrouver ici dans le film. Donc reconstruction d'un homme qui va essayer de retrouver sa place en se connectant à cette nouvelle génération dont il se méfie. Et donc il y a cette histoire de transmission, de passage de relais aussi qui va s'instaurer. Et comme souvent avec Clint Eastwood, on a un film un petit peu entre deux, comme cela, très américain patriote sur certains points, et notamment sur la finalité quand même, mais aussi qui triture le système et qui pose la question de comment donc cette nouvelle Amérique de l'époque traite ses anciens, et comment les anciens ont été traités par celle-ci aussi, même si c'est pas assez approfondi, parce que Eastwood, il veut quand même mettre l'accent sur le héros. Donc vétéran qui a beaucoup souffert, certes, mais qui visiblement a envie qu'on respecte encore le fait qu'il soit ce soldat-là. Scène dans la prison dès le début qui est assez équivoque. Et alors tout ceci sur le ton d'un humour assez particulier. C'est pas un film grave, même si des thématiques abordées le sont un peu. C'est vraiment comique. Non. Bref, surtout sur les répliques. Je sais pas pourquoi j'ai bugué là, mais c'est assez incroyable de voir donc le florilège de punchline que ce film détient en son sein, que ce soit en VO ou en VF. J'ai mis les sous-titres en VF, c'était assez fleuri aussi. Je suis passé parfois sur la VF pour rigoler parce que ça va rappeler des souvenirs, tout simplement. En plus, entendre Jean-Claude Michel, mais Eastwood aussi, d'ailleurs, dans la VO, avec une voix un peu forcée comme ça, en balançant. C'est l'époque de Rambo, vraiment on le sent dans l'idée. D'ailleurs, la VF intéressante aussi, parce que du coup, je suis resté parfois un peu sur la VF, j'avoue. Et on entend Richard Darbois, Patrick Poivet aussi, Robert Liensol, bref. Et même Pascal Légitimus qui fait la voix du jeune Mario Van Peebles. Bref, non, mais restons quand même concentrés sur un film qui finalement, oui, est potentiellement mineur, mais malgré cela, comme Firefox, en fait, il y a un intérêt derrière si on apprécie ou on a envie de questionner le cinéma de Clint Eastwood, qui est un personnage extraordinaire, iconique dans l'histoire d'Hollywood. Et le voir là prendre ce chemin-là, c'est à la fois logique et amusant.
On sent qu'il y a une autodérision aussi, tout en ramenant à une forme de grandeur du passé, qui doit s'imposer dans un nouveau monde, enfin un monde en évolution plutôt. Et ça, c'est toujours le cas avec Eastwood. Par exemple, dans ce métrage, même si ça n'a rien à voir sur les bases, quoique, vétéran de guerre de la guerre de Corée, eh bien, il y a des relents de ce qu'il fera avec Grand Torino plus tard. Bon, vous voyez ce que je veux dire, relation avec un jeune qui, en plus, aux yeux des Américains puritains, a des origines, entre guillemets, mais qui est américain à 100%. Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais il questionne aussi la multiculture d'une Amérique qui n'est pas forcément tout le temps acceptée par tous les Américains. Et voilà, après ça se déroule. Alors le problème du film, c'est qu'il est trop long, c'est presque dommage. Il y a cette fin qui peut être questionnable, mais on le sait que ça va finir là-dessus, c'est évident. Une fin un petit peu à l'image de ce que j'ai pu vivre quand j'ai découvert il n'y a pas longtemps le G.I. Jane de Ridley Scott. Bon, rien à voir non plus, mais quand même, on va finir sur le terrain pour prouver qu'on a sa place ou qu'on est toujours dans le coup, etc. C'est un petit peu l'idée. Mais rien qu'avec les punchlines, ça vaut le détour. Alors il y en a peut-être un peu trop vite. C'est-à-dire que le film, il te balance là-dessus. Du coup, tu as peine à t'impliquer dans, on va dire, la souffrance potentielle du personnage principal. Est-ce que c'était le but de Clint Eastwood, d'ailleurs, de dédramatiser la situation? Parce que le monsieur, on voit qu'il a souffert, mais avec son côté plus fort que tout. C'est-à-dire qu'il va, malgré son âge, maîtriser tous les gabarits. D'abord un prisonnier là, bien costaud au départ, et puis plus tard un colosse aussi, parce qu'évidemment les jeunes recrues qu'il a sous ses ordres, ils veulent le tester. Et ben même lui, il va le maîtriser comme cela, paf, parce qu'il a l'expérience, parce que voilà, c'est comme Dirty Harry, quoi qu'il arrive, il sera au-dessus de tout, au-dessus du système, au-dessus des jeunes qui veulent prendre le dessus. C'est toujours très Eastwoodien tout cela. Mais oui, après, voilà, dès le début, tu balances comme ça part très fort en soi. Mais on est dans une dérision qui fait qu'après on peine à, on va dire, prendre le film avec l'impact qu'il aurait pu avoir. Et pourtant, bizarre cette introduction, avant donc les punchlines, prison, tout ça, où on est en noir et blanc, images d'archives clairement qui ont été récupérées, pour montrer donc cette guerre de Corée, c'est de là que vient le terme Heartbreak, une bataille sans nom que les soldats ont surnommé ainsi, Heartbreak, crève-cœur en VF, parce que bah oui, ça a fait mal. Il y a des soldats qui ont laissé leur peau, et finalement Thomas Highway, là, de son bataillon, je crois qu'il est que l'un des 3 survivants, donc il porte ça sur lui. Et puis j'aime bien cette scène d'introduction qui termine sur le regard des enfants, parce que le vrai crève-cœur, ce sont ces familles qui ont été quand même détruites, et des enfants souvent qui ont survécu des parents morts à la guerre. C'est intéressant parce que finalement Eastwood, bon, tel qu'on le connaît, il y a toujours une idée derrière, mais c'est pas assez approfondi. D'autant plus que ça dénote avec cette scène en prison. On passe du noir et blanc, on est encore dans le noir et blanc dans les années 80, à la couleur dès que le personnage de Thomas Highway apparaît. Et ça c'est très étonnant aussi parce que il fait apparaître la couleur alors qu'il appartient au passé. Ça prouve qu'il a toujours sa place. Eastwood déjà directement annonce les choses. Et puis bon, après on va lui mettre dans les pattes directement dans ce bus là le personnage du Ayatollah Rock'n'Roller joué par Mario Van Peebles qui s'appelle Stitch, qui on le voit d'ailleurs est déjà rejeté par une certaine Amérique quand il chante, voilà, il est trop en avance sur son temps, considéré comme un hippie par notre héros, mais c'est aussi un Afro-Américain, donc il y a aussi ce discours-là, c'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure avec Grand Torino, mais c'est intéressant tout ça. Voilà. Eastwood, il a beau être conservateur, réac peut-être sur certains points, il n'en est pas moins très conscient de son Amérique et il accepte tout le monde. Si tout le monde veut avoir sa place, eh bien oui, il est là pour dire oui, c'est bon. Mais bon, au début, évidemment, la relation entre les deux est un peu conflictuelle, ça va se confirmer ensuite avec les jeunes recrues, après tout passage sergent instructeur, c'est drôle aussi, il y a des touches d'humour comme ça à droite à gauche. Le film est quand même plus sur le ton de la comédie, mais à l'époque, il tournait quand même dans pas mal de comédies qu'il ne réalisait pas, pour autant, Eastwood. Donc quelque part, il y a laissé une trace, et bah évidemment, après, c'est l'homme qu'on va suivre, retrouvailles ou pas avec sa petite amie qui est, enfin son ex-femme du coup, il essaye d'en faire sa petite amie, mais elle est prise par le patron du bar où ils vont, il y a un conflit là-dessus, bon. Et toujours les répliques, à mort, à mort, à mort, à mort. Et donc à un moment, faire ses preuves sur le terrain, avec un écho, évidemment, forcément, parce que ils sont envoyés sur l'île de Grenade, là une île à prendre, un peu au milieu de nulle part, un endroit voilà, que l'Amérique doit saisir d'une certaine façon, comme ce qu'ils ont fait pour la guerre de Corée avant, donc côté un peu absurde de la guerre, mais quand même, l'Amérique est là, il faut aller au bout. Côté peut-être quand même très patriote,
ouais, avec la fin héroïque d'une certaine manière, où il récupère les palmes et la reconnaissance qu'il n'a pas vraiment récupéré jusqu'ici, et avec une certaine fierté de transmission. Bon, mais pourquoi pas. C'est clairement, voilà, c'est le genre de film où tu peux très vite prendre en grippe certaines choses, mais il y a Eastwood. Et donc il y a toujours des nuances comme cela qui auraient pu être beaucoup plus marquées. Il y a des longueurs ici, forcément, parce que finalement, bon, avec son ex-femme, c'est un peu relou. En fait, c'est drôle quand même. Il lit des revues pour femmes, bon, afin de la reconquérir. Il essaye de changer aussi, en fait. Lui aussi essaye d'évoluer. Il va évoluer auprès de ces jeunes et pour récupérer sa femme. C'est-à-dire qu'il est ancré dans ce passé-là, tout ça, un vieux bougon avec ses punchlines, mais quand même, il doit accepter de faire des concessions. Mais le film reste en filigrane. Peut-être que c'est ce que Eastwood a voulu faire aussi, quelque part. Il n'a pas mis des grosses pattes dedans, en mode, vous voyez, hein, si vous êtes assez intelligent, vous comprenez quand même les choses. Hein. Donc, en cela, même si le film en soi a des, on va dire, faiblesses, bah, ça reste passionnant à voir et à analyser et à discuter, parce qu'il y a la patte Eastwood qui fait que, même dans ces films les moins bons, il va y avoir des choses à gratter, et donc on peut toujours échanger dessus. Après voilà, hein, sinon c'est anecdotique pour le reste, mais j'aime bien Mario Van Peebles dans le film, qui montre cette nouvelle génération. On est dans les années 80 quand même, t'as l'impression que le film pourrait s'ancrer dans les années 70, voire fin 60, sur certains points, c'est intéressant. Mais oui, l'Amérique change, évolue, et finalement, ce que Eastwood nous montre, c'est qu'il faut accepter cette évolution. Mais cette jeune garde doit accepter aussi les anciens et leur garder ce respect pour grandir en ayant la mémoire de l'histoire derrière. C'est un petit peu ce qu'il fera dans beaucoup de ses films, quand même, quand on y pense. Hein. Toujours relation mentor-élève, hein, quelque part, hein, $1 Million Baby, entre autres, on peut penser à cela aussi. Ça infuse énormément dans la filmographie de Eastwood. Tout le temps, pratiquement, pas tout le temps, mais à 80%, je pense, de ses réalisations. Donc, le maître de guerre, Heartbreak Ridge, ouais, pourquoi pas, avec de la musique sympathique, hein, aussi sur la soundtrack, un petit peu de country au début, tiens, sur les images d'archives, très intéressant aussi de voir cela, avec la souffrance du peuple local, mais une musique country à l'américaine par-dessus, comme quoi peut-être que l'Amérique a aussi apporté la souffrance, peut-être qu'il veut quand même le dire, mais bon, la souffrance surtout sur les hommes qui se sont battus pour leur pays et qui veulent maintenant devenir les héros qu'ils doivent être. Oh, non mais, voilà. Bref, à vous la parole, dites-moi ce que vous pensez de ce maître de guerre, on en discute, on échange, on est là pour cela, et je vous dis à la prochaine, ciao.